Le guitariste Philippe Mouratoglou est l'invité de ce podcast dédié à la guitare, un instrument qui symbolise l'Espagne, mais dont l'histoire s'est aussi faite en Italie et que le musicien nous raconte au micro à l'occasion de la sortie de son disque La Bellezza. Philippe Mouratoglou, bonjour. Bonjour. La Bellezza, votre disque, est un voyage en Italie au son de la guitare. Le public considère la guitare comme étant un symbole de l'Espagne. On se rend compte en vous écoutant dans ce disque que ce n'est pas assez précis et que cela ne rend pas hommage à l'histoire très intéressante de cet instrument. Alors effectivement, on pense tout de suite à l'Espagne quand on parle de guitare classique. On voit quelques exemples dans ce disque que c'est faux. Oui. Enfin, c'est en partie faux parce qu'on a évidemment un beau répertoire espagnol, mais on a aussi un très beau répertoire italien et puis un répertoire français. Enfin, en réalité, on a de la musique de tous les pays du monde. Donc c'est une fausse idée. C'est une fausse idée et puis aussi cela ne rend pas justice à l'histoire de l'instrument qui a muté en fait, si je peux me permettre de le dire ainsi. On passe du luth à la vihuela espagnole avec aussi d'autres cousins. Voilà, la guitare c'est un instrument qui a beaucoup changé au fil des siècles. Oui, tout à fait. C'est un instrument qui a beaucoup d'ancêtres et de cousins. Oui. On pourrait acter la naissance de la guitare au XVIe siècle quand les Espagnols, effectivement, créent la vihuela pour se démarquer du luth. Mais en fait, la vihuela, c'est en tout point similaire au luth. Il y a juste, quelque part, juste le nom qui change et quelques détails de lutherie. Mais la guitare telle qu'on la connaît aujourd'hui, la guitare moderne à 6 cordes simples, date en réalité de la toute fin du XVIIIe siècle. C'est la guitare romantique qui devient la guitare moderne, il me semble, vers 1860 avec le luthier Antonio de Torres. Donc c'est un instrument assez récent. Aussi, assez tardif. Et puis aussi, ça peut être un instrument politique, en fait, puisqu'il a fallu aussi se défaire des origines arabes de l'instrument, parfois. Oui, ce qui est à l'origine de la création de la vihuela en Espagne. Absolument, tout à fait. Oui. Alors, dans ce disque, vous interprétez plusieurs pièces du luthiste Francesco da Milano, un très grand compositeur, un musicien virtuose, à tel point qu'on le surnommait Il Divino. Oui, donc ça, on peut imaginer, ça en dit long, il y a quelques textes qui en témoignent. Et pour moi, c'est intéressant ce surnom, Il Divino, parce que pour moi, ça n'évoque pas tellement une virtuosité, comme on parlait du violon du diable pour Paganini. Ça évoque plutôt la beauté. Oui. Moi, quand j'entends Il Divino, j'imagine que ce qui devait frapper l'auditoire de Da Milano, c'est la beauté qui se dégageait de sa musique et la spiritualité, qui est d'ailleurs évidente quand on joue cette musique. Une musique qui, je ne sais pas non plus si on peut le dire comme ça, mais qui a une sorte de rondeur, qui marche en cercle, en fait. On revient toujours à quelque chose. Il y a une énorme harmonie dans cette musique. Oui, tout à fait. C'est une musique qui est antérieure à la création de la tonalité. Donc, on n'est pas dans les tensions harmoniques de tension-résolution. On est plutôt dans... À quoi on pourrait comparer ? On pourrait comparer cette musique à une fleur qui s'ouvre, tout simplement, ou un arbre qui pousse, et c'est sans fin. Et comme le dit très bien Gilles Torjman dans le livret qui accompagne ce disque, on sent que Da Milano met un point final à ses œuvres presque à contre-cœur, parce qu'il faut bien terminer, et d'ailleurs c'est souvent des fins très ouvertes. Et il y a comme un appel à la création, ou en tout cas un hommage à la création dans ce qu'il écrit. Oui, il part souvent de motifs extrêmement simples et il imagine des développements absolument insensés. Ça démarre vraiment, finalement, l'analogie avec la plante est assez juste parce que ça démarre vraiment avec une petite graine sur un petit motif et il imagine des ramifications insensées avec des voix qui se répondent. Enfin, on est vraiment en plein âge d'or de la polyphonie en réalité. Alors, ce sont des pièces écrites à l'origine pour le luth et vous les adaptez à la guitare ? Oui, alors les adaptations existent déjà dans la mesure où le luth était noté en tablature, c'est-à-dire c'est pas encore la partition moderne telle qu'on la connaît. Donc la transcription sur partition moderne existe déjà. Par contre, après, je fais tout un travail d'adaptation pour me rapprocher un peu plus encore des œuvres originales, puisque le luth était à cordes doubles. Donc, et à cordes doubles souvent accordées à l'octave, c'est-à-dire qu'il y a des notes, quand on joue ces pièces à la guitare, qui disparaissent. Donc parfois, j'essaie de les restituer quand ça me semble important. Donc il y a quand même tout un travail d'adaptation. Oui.
est ensuite passé de mode, si je puis dire. Il a évolué avec des cousins, comme le théorbe par exemple. Et puis au 19e siècle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la guitare naît, la guitare telle que nous la connaissons davantage. Et là, de nouveaux musiciens apparaissent, que vous amenez dans votre disque. Parmi eux, l'un d'eux est resté un petit peu secret, en tout cas pour le grand public, Giulio Regondi. Et pourtant, c'était un musicien fabuleux qu'on a comparé à un petit Paganini, mais qui a subi dans sa vie pas mal de déconvenues jusqu'à mourir de maladie. Que peut-on écouter de lui dans votre disque ? Alors dans mon disque, on écoute l'introduction et Caprice, qui est une de ces 5 pièces de concert, c'est-à-dire des pièces qui durent une dizaine de minutes, qui sont un peu des morceaux de bravoure. Il en a écrit 5 et 10 études. C'est la seule œuvre pour guitare qu'il a laissée, c'est donc très bref, en raison d'une vie un peu compliquée et du fait qu'il est aussi se soit consacré assez jeune à un autre instrument. Donc malheureusement, son œuvre est assez brève, mais bon, ça fait partie de la plus belle musique du 19e siècle pour guitare. Bien sûr, il faut citer Fernando Sor, qui est à peu près son contemporain, un peu antérieur, qui est un des grands guitaristes, évidemment, et compositeurs du 19e. Et il y a chez lui comme une sorte de fulgurance, en fait. Regondi me fait fréquemment penser à Franz Liszt. On trouve cette virtuosité jamais gratuite. J'insiste parce que c'est très important. Parce que la musique italienne pour guitare de cette époque est souvent très axée sur la virtuosité, notamment les pièces de Giuliani où on voit des variations sur des airs d'opéra. Un peu comme pour le violon aussi. Un peu comme pour le violon, absolument. Et chez Regondi, comme chez Liszt, il y a une densité harmonique qui est très très inhabituelle en fait pour la guitare, parce que la guitare n'a que 6 cordes, donc on ne peut pas jouer des accords aussi complets que ceux du piano. Mais Regondi, quelque part, essaye d'en faire fi et ça donne une musique très particulière qui n'appartient qu'à lui. J'aimerais aussi qu'on parle un peu de Mario Castelnuovo Tedesco. C'est un Italien aux origines espagnoles, non guitariste, mais un compositeur hors pair. On peut écouter, grâce à votre disque et suite à la découverte d'un manuscrit original, la sonata Omaggio a Boccherini. Vous avez donc pu travailler l'œuvre en lui redonnant son esprit d'origine ? Oui, en fait, cette œuvre a été écrite sur l'invitation d'Andrés Segovia, qui était le grand guitariste classique de la première moitié du XXe siècle et qui a beaucoup sollicité les compositeurs de son époque pour écrire des nouvelles pièces pour la guitare. Et donc, comme cela se fait souvent, comme Tedesco n'était pas guitariste, Segovia a modifié un certain nombre de choses pour que la pièce devienne jouable, si je peux dire. Parce que les compositeurs qui ne connaissent pas la guitare, souvent écrivent des choses qui ont l'air peut-être simples sur le papier, mais qui se révèlent ne pas être réalisables du tout. Donc pendant des années, en fait, on a joué la version Segovia telle qu'elle a été éditée. La partition a été éditée avec les modifications de Segovia. Et le manuscrit original a été redécouvert assez tardivement. Donc c'est ce manuscrit que je joue et on découvre que Segovia avait quand même pris pas mal de liberté, comme il le faisait toujours, mais bon, avec beaucoup de talent, évidemment. Que représente pour vous la guitare ? On voit, grâce au programme de ce disque, que vous êtes un guitariste classique, mais je sais aussi que vous êtes curieux, amateur de jazz, par exemple. Oui, alors depuis quelques années, j'ai un peu diversifié ma pratique. Moi, je suis avant tout guitariste classique. C'est vraiment c'est ma maison, comme disait Roland Dien. C'est vraiment ce que j'ai appris en premier, ce à quoi je reviens toujours. Mais depuis quelques années, j'écris de la musique. J'ai un peu redécouvert les guitares folk, qui sont des guitares acoustiques mais à cordes en métal, qui m'ont donné beaucoup d'idées de composition. Moi, j'ai toujours adoré le jazz, donc j'écris maintenant de la musique que je joue avec plutôt des musiciens de jazz, parce que j'ai envie d'entendre ces musiciens-là jouer ma musique.
Ce faisant, vous quittez la solitude aussi du travail du guitariste classique parfois. On peut le dire comme ça. Après, la guitare classique a tout un répertoire également de musique de chambre. Moi, j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup accompagné le chant. J'ai joué, on a de la musique de chambre avec violon. J'ai un duo avec mandoline. Donc, guitare classique ne veut pas dire forcément solitude. Il y a le récital, mais il y a aussi toute la musique de chambre qu'on peut faire. Mais dans le jazz, effectivement, le jeu de groupe, si je puis dire, est essentiel, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'interplay qui appartient vraiment à cette musique. Ouais. Et j'ai l'impression d'avoir entendu quelque part sur YouTube aussi que le rock vous intéressait beaucoup. C'est par le rock que je suis venu à la guitare en réalité. Oui. C'est vraiment c'est parce que c'est l'instrument roi du rock, évidemment. Donc j'ai commencé vraiment par amour du rock et je suis venu très vite à d'autres musiques. Je continue à écouter du rock, d'ailleurs je ne le renie pas du tout. Je pense que c'est un style musical très important du XXe siècle et même d'aujourd'hui. Mais c'est entre-temps j'ai eu des très bons profs de guitare qui m'ont tout de suite intéressé à la guitare classique et à son son. Moi, c'est vraiment le son de l'instrument qui m'a plu tout de suite. C'est un chemin différent que celui habituel des guitaristes classiques quand même. Je pense pas. Non. Moi, je pense que quand on commence la guitare, c'est souvent par d'autres musiques, que ce soit le rock ou la chanson, à mon avis. À votre avis, oui, parce qu'on connaît aussi les élèves des conservatoires qui commencent de façon un peu contrainte la guitare classique en espérant que leurs parents les laissent un jour aller vers d'autres répertoires. C'est ce à quoi je pensais. Oui, c'est possible. Comme quoi, il y a quand même déjà une idée derrière la tête au départ. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Philippe Mouratoglou.